que Martin Seligman a nié et a demandé que vous fassiez une rétractation publique. Or, vous ne vous êtes pas rétracté. Il y a eu une enquête aux États-Unis hein, et ils vous ont donné raison. Donc, ça, c'est pas quelque chose qu'on peut nier. Je veux dire, quand vous dites qu'il y a eu des actes de torture à Guantanamo, ça n'est pas contestable puisque une enquête a eu lieu aux États-Unis qui vous a donné raison. Oui. Donc en fait, ce que Seligman a fait, c'est la de ceux qui avaient débuté avec le projet MK Ultra de la CIA il y a déjà très longtemps. Il s'agissait au départ de prendre exemple sur ce que les Nord-Coréens avaient fait avec des prisonniers de guerre états-uniens, où ils leur avaient inculqué des aveux qui donc n'étaient pas spontanés du tout, mais c'était une leçon qu'ils apprenaient et auxquelles ils croyaient. Alors, dès 2009, Monsieur Messon, vous avez mis en accusation le professeur Martin Seligman pour les expérimentations qu'il menait à Guantanamo sur des prisonniers. Et alors qu'il vous a demandé de vous rétracter publiquement, vous avez refusé. Il y a eu une enquête interne aux États-Unis qui vous a donné raison. Donc, c'est pas contestable. Hein. On peut pas dire qu'on peut pas nier que les États-Unis ont mené et mènent peut-être toujours hein, des expérimentations sur des humains à Guantanamo. Donc, est-ce que vous pouvez développer un peu plus? On en était aux expérimentations sur les chiens, mais ça a été plus loin, bien sûr. Oui, donc Seligman, c'était le président de l'association des psychologues aux États-Unis, une position très importante. Il a écrit des livres sur la dépression nerveuse qui sont traduits dans de très nombreuses langues et qui sont très bien vendus en France. Donc, ce monsieur avait fait une expérience avec des chiens qu'il avait en cage, il les torturait, tout ça, et donc au bout d'un moment, les chiens devenaient passifs. Si on ouvrait la porte de leur cage, ils étaient tellement épuisés de ces tortures qu'ils ne sortaient plus de la cage. D'accord, c'est un concept que vous avez défini comme l'impuissance apprise, c'est ça hein? Oui, c'est lui qui l'a défini comme ça, l'impuissance apprise. D'accord. Et donc, à ce moment-là, quand il y a cette impuissance apprise, eh bien, on peut, ce genre de choses, ils ne résistent plus, ils acceptent d'être ce qu'on leur dit d'être. Bon, mais bien sûr, il y a des gens qui résistent, hein, mais sur un grand nombre de personnes, il y en a toujours quelques-unes qui acceptent absolument tout. Et le principe qui a été fait à Guantanamo, c'était d'inculquer de nouvelles personnalités à des gens que l'on torturait de cette manière. Alors c'est un programme très ancien de la CIA. Ça avait commencé au moment de la guerre de Corée, où ils avaient observé la manière dont apprenaient à leurs des textes de propagande où ils reconnaissaient, oui, j'ai travaillé pour les impérialistes, etc. Donc, la CIA a d'abord mené avec ce qu'on appelait le projet MK Ultra, ils ont mené des expérimentations pour fabriquer, alors on leur donnait une cible, donc ça, ce programme a été arrêté au moment de Jimmy Carter, mais ça a repris donc avec le professeur Seligman et ça a repris pour fabriquer la parole des djihadistes. Donc les États-Unis avaient ainsi des gens qui étaient vraiment convaincus d'être les sauveurs du monde musulman et qui en fait étaient uniquement des gens qu'on manipulait. Et vous dites c'est pour ça que vous avez... Oui. Vous dites que les talibans, en fait, c'est exactement la même chose. Ce sont pour certains des gens qui ont été formatés et qui sont sous contrôle finalement. Ah, absolument. Mais c'était le cas, si vous voulez, par exemple, le calife al-Baghdadi de Daesh,
il a été torturé dans une prison des États-Unis de cette manière pour en faire le porte-parole de Daesh. Donc, D'accord. j'ai pu entendre dans les médias qui sont effectivement réels, sauf que c'était des gens qui récitaient le, c'était pas du tout euh, une réalité humaine, c'était une réalité apprise, ça. Alors, Alors, oui, ce dont vous parlez, ça renvoie, parce qu'il y a quand même, c'est pas de l'antisémitisme, hein, c'est des faits. Vous parlez de Martin Seligman, qui est un juif américain pro-israélien, mais quand vous parlez des programmes de MKUltra, ça a été placé sous la supervision oui, d'un personnage qui s'appelle Sidney Gottlieb, qui était effectivement encore juif, alors lui issu de parents émigrés de Hongrie, et qui effectivement est impliqué dans des choses tout à fait horribles. Hein. mais, Quand on si vous voulez, à un regarde... moment, il y a eu une collaboration avec l'État d'Israël et la CIA et certains euh, militaires israéliens ont travaillé ensemble dans ces programmes. Bon, alors, je ne sais pas s'il y a d'autres États qui font ça, mais euh, lorsque là, il y a une sénatrice aux États-Unis, une Californienne, qui a publié donc un énorme rapport sur ce qui a été fait à Guantanamo, mais il faut savoir qu'elle n'a publié ce rapport que en s'engageant à ne pas publier autre chose qu'elle avait trouvé et qui était beaucoup plus important, parce que Guantanamo, ça porte sur quelques centaines de personnes. Et les prisons secrètes de la CIA, c'est également quelques centaines de personnes. Mais la Navy avait, sous George Bush, étendu ce programme à un certain nombre de, de bateaux de débarquement, donc des bateaux qui ont une cale plate. Ils avaient installé dedans des cages et ils pouvaient torturer des gens dans des eaux internationales sans être poursuivis par aucune loi. Donc, ils ont, sous George Bush le fils, la Navy a enlevé et torturé au moins 80 000 personnes dans le monde arabe. 80 000. Là, ce sont des chiffres très importants. Et quand ils avaient 80 000, ils pouvaient sélectionner dedans des gens qui seraient réceptifs à ce type de formatage. Mais Monsieur Messan, là, je crois qu'on met le doigt sur quelque chose de très important parce que voilà l'articulation. Quand on parle de Sidney Gottlieb, il a Oui, essayé de contaminer le général irakien Abdul Karim Qassim par le botulisme. Il a participé au programme Phoenix que vous avez abordé pendant la guerre du oui, oui, Vietnam. oui. Et donc, ils ont mené des expériences de contrôle mental sur des prisonniers Viet Cong détenus à la prison de, par exemple, Bien Hoa, près de Saigon. Et ils subissaient, alors selon certaines informations, des trépanations à vif avec implantation d'électrodes. Puis ils étaient abattus. Ça, c'est les informations, moi, que j'ai sur Sidney Oui. Gottlieb. Ce que je veux dire par là, c'est que vous mettez le doigt sur quelque chose de très, très contemporain. C'est qu'aujourd'hui, on apprend que Google mène des recherches pour manipuler les gens via l'interface monde artificiel, technologie humain, et que la Silicon Valley s'est couplée au pôle militaire israélien. Donc moi, je pose la question, monsieur Messan, est-ce que vous n'avez pas l'impression que ces programmes MKUltra, Sidney Gottlieb ou de monsieur Seligman prennent une extension aujourd'hui avec la volonté des globalistes de réussir à manipuler les foules via les nouvelles technologies ou via l'artificialisation, c'est-à-dire ce qu'ils appellent l'humain augmenté. Est-ce que c'en est la prolongation? Alors d'abord, il n'y a rien qui permette aujourd'hui d'accuser des gens à la Silicon Valley de participer à des programmes qui utilisent la torture. Par extension, ils C'est font quand sûr même... que ce qu'ils font avec de l'intelligence artificielle, dans la même optique de manipulation,
et d'inculquer aux gens de nouveaux comportements. Oui, ça c'est sûr. L'idée qui est partagée par la plupart des dirigeants de la Silicon Valley, c'est l'idée qu'on va pouvoir donc c'est une idée pour le moins dangereuse. J'accuse pas les gens de la Silicon Valley de pratiquer la torture, je dis qu'ils sont bénéficiaires de ce que les gens apprennent dans les professeurs qui mettent ça en place apprennent, et ils appliquent ça à un autre niveau. Et moi, je me pose la question si effectivement, par les nouvelles technologies, parce que moi, je vois ça comme un tout, il y a vraiment des questions à se poser avec cette histoire de Covid qui pourrait être une stratégie qui serait mêlée à ça. Mais le Covid, c'est tout à fait autre chose. Pour vous, c'est autre chose. Vous voyez pas ça comme virus qui se. Attendez. Vous voyez pas ça comme la même stratégie, en fait. Attendez, non, attendez. Ce que je vais vous dire, c'est. Je l'ai écrit il y a déjà 2 ans, mais personne ne réagit. Le Covid, bon, c'est un virus qui se promène, dont on ne connaît pas l'origine, peut-être les humains ne sait pas. C'est que l'idée que l'on enferme chez eux les gens qui sont sains, ce qu'on a appelé le confinement. Cette idée n'a aucun rapport avec de la médecine, aucun rapport. Normalement, on aurait cherché des traitements alternatifs. Au lieu de ça, on a enfermé les gens chez eux et on a cherché un vaccin. Mais c'est complètement aberrant cette réaction. Et vous voyez pas le rapport avec les expérimentations de Seligman? Je vois le rapport avec le travail de Donald Rumsfeld. Si vous voulez, Donald Rumsfeld a demandé à des collaborateurs d'imaginer comment on pourrait transformer la société aux États-Unis pour qu'il n'y ait plus de différence entre le civil et le militaire. C'est dans le cadre de la guerre au terrorisme. Si un attentat en utilisant un virus sera, et ce groupe, les gens sages chez eux, en ce prétexte, comme aux GI qui sont à l'étranger, de s'enfermer dans leur base militaire s'ils font l'objet d'attaques terroristes. Il se trouve que les principaux membres de ce groupe, l'OBO, le collaborateur le plus direct de Rumsfeld sur cette question, c'est le Hatchett, qui est membre national de sécurité des États-Unis et qui est aujourd'hui le directeur de l'Alliance pour les vaccins. C'est lui qui a poussé à ce qu'on ne partage pas les médicaments, mais qu'au contraire, on mise entièrement sur les vaccins. Et le grand scientifique qui a raconté tout un tas d'honneries sur ce virus, c'est le docteur Fauci, qui est aujourd'hui le grand responsable aux États-Unis de la lutte contre la Covid et qui était un des collaborateurs de Rumsfeld. Lorsqu'ils ont publié leur projet en 2004, il y a eu une levée de boucliers de tous les grands médecins aux États-Unis contre eux, et notamment de l'université Johns Hopkins. Moi, je n'ai jamais vu le document originel de Rumsfeld, mais j'ai vu les réactions des médecins à son époque qui disaient tous c'est de la folie ce que vous écrivez, on ne doit jamais en faire d'un point de vue médical une finalité dans l'idéologie de Rumsfeld.
Mais parce que Fauci, vous savez quand même qu'en ce moment, il est mis en accusation par le sénateur Rand Paul et plusieurs républicains comme étant responsable de l'épidémie au laboratoire Wuhan, puisque Oui, des documents d'échange de mails ont été révélés où oui, oui. Alors, effectivement, il y a le gain de fonction. les documents, oui, mais les documents que l'on possède, ils montrent que Fauci a fait Du gain de fonction. des expériences à Wuhan qui étaient interdites aux États-Unis et qu'il a détourné de l'argent public aux États-Unis pour financer ses recherches à Wuhan. Mais ça ne montre que ces recherches ont abouti à la Covid-19. Ça, il y a encore Un gain de fonction, ça consiste à prendre un virus qui est par exemple inoffensif pour l'homme, qui a affaire à l'animal, et à le transformer en un virus qui est transmissible à l'homme. Donc la piste est en train vraiment d'aller vers le professeur Fauci comme l'initiateur de cette crise, quoi. Oui, oui, oui. Donc on va de moins en moins dire que c'est une piste. Non, c'est une piste. C'est une piste très très importante. Non mais c'est une piste très importante, extrêmement sérieuse. Vous savez que tout ce qui a été publié sur les gains de fonction de Fauci via son conseiller Peter, tout ça, ça renvoie au combat à l'intérieur des États-Unis. Mais comment vous expliquez que Trump ait choisi Fauci alors qu'il était censé être dans un camp très différent, quoi? Il n'a jamais choisi Fauci. Il était déjà en poste avant Trump. D'accord, parce qu'on voit que Trump a essayé de pousser l'ivermectine, la chloroquine. Bon, puis on voit quand même que c'est quelque chose d'organisé, puisqu'ils ont fait exploser les stocks de chloroquine en Inde, ils ont assassiné des opposants qui critiquaient ou qui dénonçaient ce qui était en train de se mettre en place. Et moi, j'accuse personnellement la Silicon Valley de faire partie du lot, puisque, bon, ils ont investi dans les vaccins, mais deux, ils suppriment toutes les informations qui alertent sur la dangerosité des vaccins. Clairement, il participe à l'organisation de cette affaire, oui, ça c'est sûr. Alors là, moi, quand je vous interviewe, je sais que la vidéo, je pourrais pas la mettre sur YouTube, puisqu'encore hier, on m'a supprimé une vidéo de réinformation sur YouTube, donc je la mettrai sur ma chaîne Dailymotion, parce que j'ai plusieurs chaînes, heureusement, je peux toujours retomber sur mes pieds. Mais vous êtes aussi au courant que vous savez, l'assassin de Robert Kennedy, Sirhan Sirhan, va être bientôt libéré? Ah non, je ne savais pas. Vous savez, le chrétien pro-palestinien à qui on a fait porter le chapeau de l'assassinat de Robert Kennedy, le frère de John Kennedy, il va être relâché. Et ce qui est très intéressant avec ce que vous dites, c'est que lui, peut-être que vous connaissez Laurent Guyeno, et Laurent Guyeno a fait un travail là-dessus où il a expliqué que Sirhan Sirhan a fait partie des programmes de lavage de cerveau MKUltra, des programmes de Sidney Gottlieb, et que justement, dans ce crime contre le Kennedy, il y avait un certain William Joseph Bryan Jr. Qui était le manipulateur et qui avait agi par hypnose avec des méthodes issues des programmes MKUltra. C'était intéressant, on est en plein dedans là avec Sirhan Sirhan. C'est-à-dire encore un arabe ou quelqu'un alors c'est un chrétien pro-palestinien, mais on voit que physiquement il est relié au monde arabe. On voit encore que les judéo-protestants manipulent un arabe peut-être à l'esprit faible pour, de manière cachée, maquiller leurs propres crimes à eux, quoi. Je crois qu'ils manipulent absolument tout le monde. Pour eux, c'est plus facile, certainement, des Arabes, mais ils manipulent tout le monde. Parce que ce qu'on voit avec Sirhan Sirhan, c'était le début, finalement, de ce que vous critiquez avec les talibans et Guantanamo. Moi, ce que je trouve effrayant, bien plus
encore que le fait qu'il manipule des gens, c'est le fait que personne ne s'en rende compte. Il y a une documentation gigantesque là-dessus qui a été établie par le Congrès des États-Unis. Et pourtant, personne ne réagit. On fait comme si c'était de vieilles histoires. Bon, évidemment, c'est toujours d'actualité. Ouais, bah, moi, vous voyez, je vous le dis à titre personnel, moi je pense que aujourd'hui, moi j'ai accès à beaucoup d'informations très très pointues. On a trouvé effectivement, vous savez que le Japon a refusé des doses de vaccins parce qu'ils ont trouvé des résidus métalliques dedans. Alors ça pourrait être du graphène, mais il y a des nanoparticules. Moi je suis persuadé que la Silicon Valley est complice de ça, c'est-à-dire qu'ils essayent d'inoculer aux gens quelque chose qui permettent par émission d'ondes de manipuler les gens, si vous voulez. Je pense que c'est à ça que servent les vaccins aujourd'hui. Et c'est pour ça que je pense que c'est un virus de laboratoire qui a été mis en place pour ça. Et je pense que on est en plein dedans quand on parle des expérimentations sur les humains. Je pense que moi, je pense que c'est ça qui se joue actuellement avec le Covid. Écoutez, moi, je n'en sais rien. Déjà, vous voyez, quand vous parlez, vous dites les vaccins, mais l'ARN messager, ça n'est pas un vaccin. Pas du tout. Oui, oui, bien sûr. On se comprend, on se comprend. Autre technique. Et pourtant, tout le monde parle de vaccins. Donc, depuis le début, on raconte n'importe quoi sur ces. Oui, oui, c'est présenté par les médias comme des vaccins. C'est présenté. On ne sait l'ARN messager, ça n'est pas un vaccin. Mais on est d'accord, monsieur Messon, mais comme les médias les présentent comme des vaccins, j'utilise le mot vaccin pour que les gens comprennent. Tout ce qui vient de Pfizer, Moderna, AstraZeneca, c'est ce qui est appelé vaccin, mais qui n'en est pas. Et moi, je pense que ce qui est appelé vaccin, ça fait partie des programmes qui sont en lien avec ce que vous critiquez des manipulations, si vous voulez. Bah, c'est mon point de vue. C'est un point de vue, enfin, c'est une hypothèse tout à fait plausible. Voilà. Et c'est vrai que vous êtes toujours prudent. Vous dites que tant qu'on ne peut pas avoir la preuve définitive et incontestable, on ne peut pas publiquement se lancer dans ce genre de... Mais bon, moi, je m'en fiche. Hein. Je mets toujours les pieds dans le plat. Non, mais c'est pas seulement ça. C'est que tant qu'on n'a pas la preuve, on peut se tromper sur certaines choses. Bon, c'est clair que les gens qui font tout ça, ils ont un objectif qu'ils ne disent pas, qu'ils trichent pour pousser ce produit, mais nous pouvons toujours nous tromper sur leurs objectifs réels et sur certaines de leurs manières de faire. Nous devons être très précis. D'accord. Bon. Alors, pour revenir un peu sur l'Afghanistan, et parce que, bon, voilà, il y a beaucoup de censure sur le Covid, donc sur l'Afghanistan, il y en aura moins. J'aimerais vous lire un article et puis vous allez, avec votre expérience, me dire ce que vous en pensez. Oui. Je pense que ça va susciter votre attention. Donc, vous connaissez probablement Strategica 51. Oui. C'est un site d'information intéressant. Bon, ils ne sortent pas beaucoup d'articles, hein, mais ils ont dit, voilà, et ça, c'est concomitant avec ce que vous dites. Hein. La CIA fait bien plus que de former des terroristes et des tueurs de Koch Protection Echelon. La CIA est également experte en blanchiment d'argent. Le banquier mondial Ashraf Ghani a peut-être fui l'Afghanistan avec seulement 300 millions de dollars américains, mais la CIA a probablement pillé les réserves de la Banque centrale afghane pour bien plus via un mécanisme de blanchiment d'argent fédéral américain, le Bitcoin. Est-ce que vous pouvez donner votre point de vue là-dessus? Ben, écoutez, dans toutes les guerres que les États-Unis font, il y a des sommes d'argent gigantesques qui disparaissent. Bon, la somme la plus importante, c'était les réserves de la Banque centrale libyenne qui ont disparu du jour au lendemain. On ne sait pas où est cet argent. C'était des milliards et des milliards, c'était une somme absolument astronomique. C'est un des pays les plus riches du monde, hein, en argent liquide. Oui. Donc voilà. Bon, ça a atterri aux États-Unis pour le chaque fois que ça a lieu. Ah non, mais je ne sais pas ce qu'ils font avec cet argent, mais si vous voulez, chaque fois qu'ils font main basse on tourne la tête. Partout, c'est comme ça. Donc, effectivement, les États-Unis
États-Unis blanchissent de l'argent, oui, bien sûr. Et ça vous étonne qu'ils passent par le Bitcoin? Que la CIA utilise Non, les Bitcoins pour ça? C'est tout à fait logique, en fait. bien sûr, oui, bien Et sûr. vous avez une idée des sommes pour l'Afghanistan? Ah non, 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 j'ai pas cherché ça. Parce que vous qui connaissez bien la situation, est-ce que vous pouvez nous faire part du bilan des dégradations de ces années d'occupation américaine en Afghanistan? C'est d'abord un bilan humain absolument terrible, hein. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont été obligés de fuir la région où ils habitaient, de traverser des espaces immenses et beaucoup sont morts en fuyant comme ça. Bon, vous savez qu'il y a... Bon, voilà, ces migrations font quantité de morts, hein. Et ici, en Europe, on ne sort de ça. On voit arriver quelques réfugiés afghans, mais ce que ce peuple a dû... On n'en a pas idée parce que euh, l'Afghanistan était en guerre depuis quasiment un siècle, enfin, depuis 1919. Donc voilà, on ne sait pas tout ça. Mais il y a eu des étapes et l'occupation par les États-Unis dévastateur pour le peuple afghan. Et vous avez une Il n'y idée avait pas beaucoup de structures là-bas. Précisément parce qu'il y avait des guerres depuis longtemps. Les construit. Vous savez, non, je n'ai pas, je vais pas chercher là-dessus. Vous savez pas là-dessus. Hein. De manière générale, on ne retient pas le chiffre. Alors, le nombre de pertes humaines en Afghanistan sur l'occupation américaine devrait être connu pourtant, non? Il n'y a pas des organismes qui recensent, comme en Irak ou ce genre de choses? Les organismes, ils recensent uniquement les gens que l'on tue de manière violente. Mais la plupart des conséquences dans leur vie de tous les jours de la guerre, pas mal sans un entrée dangereux que vous rencontriez des combattants ou pas, parce que vous aurez des problèmes pour vous soigner et pour vous nourrir. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, on ne peut pas aborder l'Afghanistan sans aborder le trafic de drogue et le trafic d'opium organisé par les États-Unis là-bas. Oui. On sait que les Anglais, c'était la guerre de l'opium contre les Chinois, mais les Américains qui ont pris la suite, c'est la même chose finalement. Oui, bon, il y a vraiment quantité et quantité de témoignages qui montrent que les généraux US organisaient la culture des drogues et que c'est le département d'État qui diffusait ça dans le monde entier. En fait, leur principale cible, c'était d'abord la Russie et l'Iran. Et puis après, ils ont étendu ce trafic vers l'Europe. D'accord. Et même à l'intérieur des États-Unis, sur les populations pauvres. Oui, mais aux États-Unis, ils ont une vision de la police qui est particulière, puisque vous avez des ouvrages qui vous racontent qu'il faut utiliser les méthodes de contre-insurrection contre les minorités dans certains quartiers. Donc, quand ils ont commencé ce qu'ils appelaient la guerre à la drogue, exactement la même logique que la guerre au terrorisme, quand ils ont commencé la guerre à la drogue sous Ronald Reagan, il s'agissait clairement d'appliquer la contre-insurrection au quartier noir de Los Angeles. Donc, vous voyez la conséquence. Il y a des unités de police qui sont entièrement blindées, avec des armes incroyables. Bon.
Alors, est-ce que on fait comme on peut, hein. Moi, j'ai l'impression quand même que c'est à chaque coup que je vous appelle vous, que c'est assuré comme ça, parce que j'ai pas de problème avec d'autres. Même en Russie, là, j'ai des collègues en Russie, j'ai aucun problème à discuter avec eux. Alors que vous êtes en France, pourtant. D'ailleurs, juste une petite question, ça se passe bien pour vous en France? Il n'y a aucun problème? Vous n'êtes pas ennuyé? Alors, si bon, je n'ai pas de problème avec l'administration, mais j'ai d'énormes problèmes en dehors de l'administration. Et quand je suis arrivé dans ce pays, j'ai fait voyager mes affaires dans un container depuis la Syrie jusqu'au Havre. Le transport a été fait par la CGM, une société gigantesque franco-libanaise. Et évidemment, quand ce container est arrivé en France, il y a eu une dénonciation aux douanes disant que j'importais des armes en France. Donc c'est complètement aberrant. C'est grotesque, oui. C'est grotesque, mais c'est grotesque à plusieurs niveaux. C'est grotesque parce qu'il s'agit de moi. Moi, je suis un écrivain. Je suis certainement un penseur politique, mais je ne suis pas un certainement soldat. pas vous êtes certainement pas quelqu'un de violent non plus. Bon. Et deuxièmement, en, en Syrie, on fait venir des armes. On n'exporte pas. Oui, vous dites que c'est le type de KKR qui a organisé le plus grand trafic d'armes de l'histoire en débauchant le général Petraeus. C'est vraiment des inversions accusatoires et de la calomnie, quoi. C'est de la calomnie. Mais les douanes ont donc saisi mon conteneur et bon, la CGM alors, je ne sais pas si je dois le dire ici, parce que ça serait l'objet d'un procès, mais je n'ai pas l'occasion de leur faire ce procès, je n'ai pas assez d'argent pour ça. Toujours est-il que lorsque les douanes l'ont fouillé, les douanes l'ont fait vider par une société de déménagement dans un hangar, et ils ont ouvert les différents cartons. Et puis, quand ils ont terminé, ils ont mis des scotch fouillés par les douanes, hein, et ils ont demandé à ce déménageur de remettre ça dans le container et que ça me soit renvoyé. Sauf que c'était le vendredi soir et que les choses n'ont été faites que le lundi matin. Et entre-temps, environ un tiers de ce que j'avais a été volé. Et le reste a été jeté dans le container. Tout était vraiment très 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 bien emballé, avec énormément de précautions, et beaucoup de choses ont été cassées, détruites. D'accord. Et il n'y a pas d'assurance? Ce qu'on m'a volé, évidemment, ce sont... Non, il n'y avait pas d'assurance parce qu'il n'y a pas d'assurance sur des qui viennent de Syrie. Personne n'assure quelque chose qui vient de Syrie. Et donc, on vous a volé des choses qui donc, il n'y avait pas d'assurance. Et on m'a volé des papiers qui, évidemment, avaient une très grande valeur. Mais je ne sais pas qui a fait ça. Si vous voulez, c'est pas les douanes. C'est sûr, c'est pas les douanes. Les douanes, elles ont fait leur travail, peut-être bêtement, mais elles ont fait leur travail. Mais, en fait, toute cette opération a été organisée pour pouvoir voler ces affaires. D'accord. Bon, bah alors là, c'est les services secrets, là. Hein. C'est un service secret, mais de quel pays, je ne sais pas. Ah oui, bon, bah, il n'y en a pas 36. Bon, puis là, je viens de créer une société. Je viens de créer une société pour pouvoir gagner de l'argent. Quand je suis arrivé, j'ai écrit à toutes sortes de journaux et de chaînes de télévision leur proposant mes services, mais absolument personne ne m'a répondu.
Ah, mais Même pas d'accusé-réception. Bon, le niveau donc est abyssal. Le niveau en France est abyssal, hein. Si vous voulez dire la vérité, il n'y a plus aucune place. C'est impossible. Ça n'intéresse pas oui, oui, tout est ok, ok. verrouillé. Bon. Tout est verrouillé. Donc, j'ai voulu créer pour pouvoir travailler moi-même en France, parce que je n'ai pas de revenus. Et donc, Oui, oui, si vous c'est voulez, là, compréhensible. actuellement, j'ai le RSA, c'est ridicule cette situation. C'est très difficile de travailler quand Bon. on ne se soumet pas à Donc, l'idéologie dominante. j'ai voulu créer éviter les banques que je me suis adressé. Oui, oui. Donc, je me suis adressé à différentes banques successivement pour faire un. Mais toutes les banques auxquelles je me suis adressé, les uns après l'autre, ont refusé sans explication, bien sûr. Alors, il y en a qui me l'ont dit en face, mais pas par écrit. Bon, voilà. Donc, voilà, personne ne voulait. En juillet, il y a une banque qui l'a accepté parce que le responsable était parti en vacances. Et donc, voilà, c'est passé. On n'a pas fait la recherche sur mon nom. Mais en fait, quand ce monsieur est revenu, qu'ils ont compris qui j'étais, ils m'ont dit, OK, on a fait le dépôt pour vous, mais on ne vous veut plus comme là, j'avais le dépôt, j'avais pu obtenir le cabis, j'ai changé, j'ai trouvé une banque qui accepte. Mais si vous voulez, tout est fait pour vous maintenir à l'écart Oui, oui, et bien sûr. vous envoyer des messages voilà, qui sont durs. Moi, j'ai perdu un tiers de ce que j'avais quand je suis arrivé ici. Ben, la France est totalement. Enfin, moi, je suis aussi choqué de voir la chute abyssale du pays. Moi, je l'ai remarqué depuis l'élection de Sarkozy. Il y a eu une chute qui ne s'est pas arrêtée, quoi. Ça n'a fait que de se dégrader au point de vue des valeurs. Je pense que ça avait commencé juste après l'accident cérébral du président Chirac. Sa dernière année, c'est un peu n'importe quoi. Et après, bon, Hollande, Macron, bon, en fait, ce ne sont pas des hommes politiques. Si, Sarkozy est un homme politique, mais les deux suivants, François Hollande, il a été choisi parce qu'il était le premier secrétaire du Parti socialiste et que personne ne le soutenait. Donc, il ne faisait d'ombre ni à aucun des éléphants du Parti socialiste. Donc, il a été choisi parce qu'il était mauvais. Et il a été très mauvais. Bon, c'est moins qu'on puisse dire. Oui, Mais enfin, oui. Bon, je vois pas Sarkozy comme mieux, quoi. Pour moi, c'est petit pot et mollo. Non, mais Sarkozy, il a fait énormément d'erreurs. C'est un homme capable de voir ses erreurs, alors que François Hollande ne les a pas vues. Il les a pas reconnus. François Hollande, il a obéi à son administration. Il n'a pris aucune initiative. C'est un homme, il a juste signé des papiers. Mais il a quand même assassiné pas mal de monde au niveau de ses ordres Et bien sûr, il a signé des papiers. Il dit oui, parce qu'il n'y a pas toujours des ordres écrits pour ça, mais effectivement, il a ordonné d'assassiner des gens et il s'en a inventé. C'est absolument oui, incroyable. Qu'on lui disait c'était à faire. Mais on est loin du blagueur, du type qui faisait des blagues au banquet, enfin l'image qu'il essayait de donner, hein. Et que Canal+ d'ailleurs a caché François Hollande avec cette histoire des Guignols de l'info où il le faisait passer pour un idiot et un niais, quoi. C'est pas tout à fait ça dans la réalité, hein. Et dans la réalité, c'est un homme qui est assez gentil, qui ne veut faire de mal à personne, mais qui signe des ordres d'assassiner en permanence. Donc,
voilà ce genre de personnage, c'est le pire genre de collaborateur à la télévision qui expliquait comment il a fait d'attentats à Saint-Denis et à Paris. Si vous voulez, il a certainement bien réagi parce qu'on lui a dit qu'il fallait faire. Il fallait faire. Pourquoi a-t-il eu ces attentats? À cause de ses propres décisions. Il n'a même pas ça dans la tête. Et alors, Si vous voulez, parce que ça c'est tout le monde qui intéressant. a fait, oui. Parce que ça, c'est intéressant, c'est que on va retomber un peu sur cette histoire de guerre au terrorisme et de gens manipulés qu'on utilise comme épouvantail. On sait que à l'époque de la guerre froide en Europe, il y avait le Gladio. Et c'est un peu le principe de l'utilisation des talibans aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on faisait des attentats sous faux drapeau en manipulant des types de gauche ou des gauchistes pour stigmatiser les communistes, en fait. Et ça, à la chute de l'URSS, ces réseaux n'ont pas disparu, ils se sont juste transformés en réseaux de manipulation de faux djihadistes pour porter l'opprobre au monde arabe, finalement, et justifier la guerre au terrorisme. Mais enfin, bon, le Gladio, ça a utilisé des gens à droite et à gauche. Hein. Le coup d'État en Grèce, c'est le Gladio qui l'a fait. Donc, les États-Unis ne s'embarrassent pas des différences idéologiques. Ça ne les intéresse pas. Ils sont très bien avec des gens dans tous les partis politiques. La seule chose qu'ils détestent, ce sont les nationalistes. Oui, parce qu'ils bloquent la mise, le fait qu'ils mettent la main sur les richesses des pays qui siphonnent. Bon, voilà, c'est... Oui, mais ils savent aussi les manipuler, puisqu'ils ont bien financé les nazis pour qu'ils dégradent le plus l'Europe avant que les Américains n'interviennent pour prendre la mise avant les Russes, quoi. Donc, ils savent aussi manipuler les nationalistes quand il s'agit de les faire affronter les communistes, par exemple. Et si ça sert leurs intérêts de dégrader et les communistes et les nationalistes, et après les nazis, pardon, les nazis n'étaient pas du tout des nationalistes, puisque les nazis basaient leur idéologie sur la race, pas du tout sur la nation. Disons que c'est une extension, c'est une super extension du nationalisme au racialisme. Mais si on parle de nationalisme comme des gens afférents à leur sol et voulant réussir sur leur sol, il est certain que les nationalistes ou les national-socialistes allemands bloquaient la dette bancaire de la City et de Wall Street. C'est probablement pour ça qu'ils ont été provoqués et poussés. Moi, j'ai l'impression que les national-socialistes ont été provoqués comme Poutine aujourd'hui. D'ailleurs, les Américains traitent aujourd'hui, ce qui est un comble, hein, Poutine d'être un nazi. C'est quand même hallucinant quand on sait le tribut qu'a payé la Russie pendant la Seconde Guerre mondiale, quoi. J'insiste, hein, pour moi, les nazis ils fondent sur l'idée d'une race. Donc c'est pas pareil pour vous. Ils ont cherché à défendre cette race, pas défendre leur pays. Pour moi, le nationalisme est incompatible avec l'idée d'une race. D'accord, c'est un point de vue, il n'y a pas de problème. Non, à cette époque-là, on a cherché à rediviser le monde. Vous savez, le capital fond la crise de 1929 aux États-Unis, puis après son extension année après année dans le monde entier, et on cherchait à la manière dont ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on pouvait faire comme société sans classe? D'une part le communisme et d'autres dont les nazis ont été les éléments porteurs. Bon.
justement, le racisme s'était fait contre les nations. Oui, on peut. C'est un point de vue, hein. Moi, je suis là, je suis dubitatif quand même. Eh ben, les nazis vous expliquaient que l'Alsace et la Moselle, c'était la même race. Et ça, c'est pas du tout du nationalisme, ça. Donc, pour vous, on aurait pu comprendre que les national-socialistes allemands étaient financés par les Américains pour diviser sur le racialisme. Non. Ils ont été financés par les États-Unis contre l'Union soviétique. Voilà. C'est tout. Pour dégrader le plus possible. La seule la seule préoccupation des banquiers aux États-Unis et au Royaume-Uni, c'était de lutter contre l'Union soviétique. C'est tout. Donc, si ça passait par le racialisme, ça ne leur posait pas de problème. Alors, petite question. Si on part du principe que le Gladio s'est transmué à la chute de l'URSS en filière de financement de faux djihadistes pour stigmatiser le monde arabe, est-ce que vous pensez que de comprendre comment les réseaux du Gladio se sont transmués en cette entité de financement du djihadisme, ça permet de comprendre les attentats du Bataclan, Charlie Hebdo, donc ou Mohamed Merah. Est-ce que ça n'est pas justement la transposition des réseaux du Gladio anticommuniste au monde de la guerre au terrorisme par rapport aux djihadistes? Alors, c'est très, très, très possible. Oui, je voudrais parler du procès qui s'ouvre pour les attentats. Pour moi, il y a deux questions essentielles et je crains que personne ne les pose, ces questions. La première, il y a un des accusés présent dans le box des accusés. Dans la presse britannique a expliqué, c'est pas moi, c'est la presse qui a dit qu'il était informateur du MI6, des services secrets britanniques. Quelqu'un va-t-il lui demander quelles sont ses relations avec le MI6? C'est quand même une question importante. Soit. Jusque-là, je vous suis. Était présent, ce monsieur était présent dans les attentats, mais il est aussi impliqué dans les attentats qui ont eu lieu plusieurs mois après en Belgique, à Bruxelles et Zaventem. Cette question est encore plus importante parce qu'elle nous montre que les attentats de Paris et les attentats de Bruxelles sont liés l'un et l'autre. Et que le point commun, c'est l'Angleterre. Vous savez que ces attentats... Non, oulala, je vais vous en dire plus encore. Vous savez que ces attentats, c'est pas comme donner un coup de couteau dans une foule. Ça, ce sont des attentats à très grande échelle, avec une précision et un timing absolument militaire. Ce sont des opérations de guerre, ces attentats-là. Ce n'est pas des imbéciles qui s'imaginent qu'ils vont faire le djihad tout seuls. Ce n'est pas du tout ça. C'est une énorme organisation, ces attentats. Ça pourrait être un peu le Gladio d'avant, alors. Oui. Il se trouve qu'un chef d'État étranger a publiquement revendiqué les attentats de Bruxelles et de Zaventem, donc ceux de Paris et de Saint-Denis. Est-ce qu'on va aborder cette question devant le tribunal à Paris? Est-ce que vous parlez d'Erdogan? Est-ce que vous parlez d'Erdogan? Oui. D'accord. Oui. Et quelle a été sa déclaration en particulier? Parce que ça doit être précis. Il a dû dire quelque chose de précis. Oui, 2 jours avant les attentats de Bruxelles et de Zaventem, il les a annoncés dans un discours public. Il a dit « ça va vous arriver, vous, à Bruxelles ».
Oui, mais est-ce que ça veut dire que les services secrets turcs étaient peut-être au courant de ce que peut-être l'Angleterre ou Israël étaient en train de mettre en place avec les services secrets français ou belges? La bombe qui a explosé à Bruxelles, elle a explosé à l'emplacement exact où, quelques jours auparavant, se trouvait un stand du PKK kurde contre la Turquie. D'accord. Donc, selon vous, la Turquie serait derrière ces attentats et aurait, en fait, se serait vengé d'un pas selon positionnement. moi, C'est sûr. non, ce n'est pas selon moi, mais c'est selon le président Erdogan. Pourquoi personne ne veut aborder cette question? C'est très simple. Parce que si on aborde cette question, on doit déballer toute comment dire, tout le problème qui existe entre la France et la Turquie. Il faut savoir que en 2011, le ministre des Affaires étrangères, qui à l'époque était Alain Juppé, a signé un document, mais il a signé un document dont on le connaît quand même, ce document, même s'il est secret. Dans ce document, la France s'engageait à résoudre le problème kurde en Turquie. Et pour kurde, notre politique, qui avait été de Nicolas Sarkozy, donc, il a continué cette politique de déplacer le territoire kurde de la Turquie vers la Syrie, où il n'y avait pas de Kurdes avant. Et il n'y avait pas de Kurdes en tant que population comme ça. Et à un moment donné, François Hollande a changé de politique. Et c'est là que la Turquie a organisé ses attentats. Mais il faut expliquer tout ça. Donc, premièrement, lorsque M. Juppé a signé je ne sais pas quelle est la forme exacte de ce document, mais quand il a signé, il faut quand même comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire on va voter. C'est là qu'habitent les Kurdes maintenant. C'est quand même, c'est comme ça qu'on fabrique une guerre. Deuxièmement, François Hollande, parce que les États-Unis lui ont demandé, il a changé cette politique. Et évidemment, les Turcs lui ont rappelé la signature française. Mais alors, Donc, tout ce qu'on vous raconte sur l'histoire des Kurdes en Syrie, c'est complètement débile depuis des années. donc d'après vous, finalement, le François Hollande, enfin les Français, les socialistes, hein, la France de cette époque-là, s'est fait intimider en fait. Oui, bien sûr. Un genre de chantage et d'intimidation. D'accord. Écoutez, Alors que, c'est quand même alors que, normal. La France prend un engagement, il ne le respecte pas. C'est normal. bah, ce qui est surtout anormal, c'est qu'on a des gens qui sont. Pour moi, hein, je vois pas Erdogan comme un type honnête. Hein, en fait, les Français et les Turcs sont alliés contre les Syriens. Hein, ils financent les djihadistes les uns et les autres. Donc, Oui. mais en interne, ils se mordent le nez en Oui. interne, quoi. Voilà. Okay. Mais c'est triste d'avoir un constat politique aussi navrant en France, quoi. Parce que ça n'a pas dû beaucoup s'arranger avec Macron. Hein. Non, on n'est pas arrangé.
Voilà. Et il faut savoir, en politique, quels que soient les actes que l'on pose, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais, ils ont toujours des conséquences. Bien sûr, bien sûr. Ben là, voilà un point éclairci en plus. Bon, on a vu pas mal de points. Moi, récemment, j'ai discuté avec un Marine, un mitrailleur qui est aux États-Unis, et qui me disait tout le monde. C'est pas que j'ai des amis chez les militaires américains, hein. C'est juste sur un réseau social où il y avait des militaires. Et le type me dit tout le monde déteste Biden au sein de l'armée américaine. Ils sont tous plus ou moins trumpiens, si vous voulez. Je voulais avoir votre point de vue sur cette administration Biden, et parce que d'un point de vue de la droite américaine, on a affaire à un type qui est complètement à la ramasse, quoi. Bon. Alors, les hommes de troupes aux États-Unis sont violemment contre Biden, mais les officiers généraux sont largement pour. Il y a vraiment une différence selon la classe sociale. Bon. Ensuite, Joe Biden lui-même, bon, on sait que c'est un monsieur qui a un vrai problème d'Alzheimer. Donc, ça a comme conséquence qu'il ne peut pas discuter très longtemps. Quand il est allé à Genève discuter avec Vladimir Poutine, ça a bien marché pendant 1 heure, et après, il ne savait plus ce dont on parlait. Alors, qui dirige vraiment les États-Unis? Des gens autour de lui, mais qui, ça, c'est difficile à dire pour le moment. En tout cas, son administration, elle a 2 caractéristiques. D'abord, il y a tout ce qui est public. Et là, c'est l'extrême gauche aux États-Unis. C'est donc des gens qui veulent racialiser. C'est-à-dire que je maintiens que Joe Biden est raciste. Il dit qu'il ne faut pas d'égalité entre les hommes. Il dit qu'il faut une égalité entre les communautés, une équité entre les communautés raciales. Donc ça, pour moi, ce sont des propos racistes. Et tout ce qu'il fait aux États-Unis est, à mon sens, profondément raciste. Le Parti démocrate étant l'héritier du Ku Klux Klan. Donc, alors, le Parti démocrate a plusieurs facettes, hein. On l'a vu avec Lyndon B. Johnson, qui correspond à ce que vous dites, et puis Kennedy, qui était plutôt dans la tranche réformatrice et libérale. Absolument, mais le Ku Klux Klan n'a jamais été membre du Parti républicain. C'est vrai, c'est vrai. Il a toujours été membre du démocrate, il y est encore. C'est vrai. Donc ensuite, concernant la fond, progressivement, il ne l'a pas fait tout de suite, mais progressivement, il s'est aligné sur l'État profond états-unien. Il avait, un peu avant la rencontre avec Poutine à Genève, il avait dit vous l'avez vu à Kaboul, il reprend la guerre sans fin. Il est en train de distribuer les positions des armées états-uniennes dans le monde. Donc, il retire partout où c'est possible le grand déploiement de troupes au sol. Donc, il a commencé en Afghanistan, il est en train de le préparer en Irak, vous l'aurez dans les prochaines semaines. Et au contraire, il déploie absolument partout un système de surveillance par drone et d'intervention par force spéciale. Voilà. Donc, ce qu'il fait est beaucoup plus dangereux que ses prédécesseurs avaient commencé à faire. Et si on faisait un raccourci en disant que c'est Israël qui dirige maintenant les États-Unis, est-ce que vous valideriez ou pas? D'accord. Je ne crois pas parce
Israël est en train de changer. Benjamin Netanyahou, c'était l'héritier de Jabotinsky, le penseur révisionniste israélien, celui qui disait que Israël est un peuple pour un peuple sans terre, et donc que les Palestiniens n'ont aucun droit, il voulait étendre l'impérialisme britannique et conquérir le territoire entre le Euphrate. Donc ça, cette période-là, elle est terminée avec l'échec de Netanyahou. Maintenant, la coalition qui est au pouvoir, voilà, pour le moment, ce que fait Israël, c'est un peu n'importe quoi, ça va dans tous les sens, ça se contredit. Donc, les gens... Vous voulez dire que le Premier ministre actuel n'a pas pris ses marques encore? Défendaient les idées de Netanyahou. Non, mais le Premier ministre actuel n'a pas le pouvoir et doit composer avec le parti bleu-blanc, avec Lapid, l'autre Premier ministre. Donc, ce que représentait Netanyahou n'est plus au pouvoir en tant que tel en Israël. Bien sûr, ils tiennent toujours des leviers, mais ils ne tiennent plus l'État d'Israël. À mon avis, les choses se déplacent. Et particulièrement avec le confinement obligatoire, pas la distribution des richesses terribles. Hein. Monsieur Bezos est devenu un homme qui a plus de moyens que la majorité des États. Plus de moyens en termes de liquidité. Et ça, c'est le consumérisme collectif qui l'a porté au pinacle. Hein. Oui, mais ça n'a été possible que parce qu'il y a eu un confinement obligatoire. C'est le confinement obligatoire qui a permis à Amazon de devenir ce qu'il est aujourd'hui et qu'il n'était pas du tout il y a 2 ans. Et vous avez d'autres super milliardaires qui sont une vingtaine qui ont surgi à cette occasion. Ces gens-là ont un pouvoir énorme. Vous parliez de la Silicon Valley, c'est pas toute la Silicon Valley, c'est ces gens-là qui ont le pouvoir aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut voir, c'est qui parmi ces gens-là va défendre les mêmes idées que ce que défendait Netanyahou. Le problème qu'il faut pointer, c'est que la Silicon Valley est couplée au pôle militaire israélien. Et ça a même été poussé par Hillary Clinton. Il y a eu une soumission d'Hillary Clinton, on l'a vu à l'EPAC et ce genre de choses. Elle a poussé à ça. Et ça en dit long. Parce qu'on parlait des personnages comme Sidney Gottlieb, comme Seligman. Il y a quand même une récurrence de personnages liés à Israël qui ont des rapports aux autres et qui sont tout à fait malsains. Et je pense que la Silicon Valley est détournée par ces gens. Oui, mais pas uniquement par ces gens. Je parlais de Jeff Bezos. Bon, c'est aujourd'hui lui qui est le vrai porte-parole de l'armée américaine. Il a acheté le Washington Post. Et dans le Washington Post que vous trouvez toutes les idées du département d'État. Ah oui, ça a toujours été comme ça pendant 50 ans, le Washington Post. Donc là, on est dans un problème récurrent qui est bien connu aux États-Unis, c'est qu'on l'a vu au début avec la construction de la Fed, c'est que le pays appartient aux riches patrons. Et aujourd'hui, sur la décadence et le consumérisme collectif, c'est des types comme Bezos qui sont portés au pinacle. Oui, mais ce ne sont plus les milliardaires d'avant. Bien sûr, ils ont été remplacés par des types comme Bezos. Les milliardaires sont complètement dépassés. Il y a eu
là, pendant les 2 dernières années, une répartition des richesses qui s'est effectuée qui n'a aucun rapport avec ce que l'humanité a connu auparavant. Vous voulez dire une captation, une monopolisation des richesses, quoi, par une minorité. Ok. Bon, nous ne pratiquons pas la démocratie. Aux dernières élections, il n'y a qu'un tiers des gens qui sont allés voter. Alors, il ne peut pas y avoir de démocratie quand c'est comme ça. La démocratie, c'est qu'on décide de son avenir. Un tiers des gens inscrits, c'est pour vous dire le nombre faiblard. Et encore, il y a une magouille en plus. Hein, ça ne s'est pas fait correctement, cette élection. Hein, il y a une magouille. Hein. D'accord. Donc, non plus en démocratie. Ça n'est plus qu'un rêve, la démocratie. Là, s'il y a des gens qui en doutent, je veux dire, avec le Covid, c'est évident qu'il n'y a plus de démocratie. Voilà. Il n'y a plus de démocratie. Il faut repenser le monde complètement. Ben, ce qui moi me choque, c'est que avec tout ce qui s'est passé, il n'y a pas eu de réaction populaire. Je veux dire, bon, les gens avec leurs tambourins dans la rue, ils peuvent, comme les gilets jaunes, manifester pendant un an de plus. Ils n'auront pas gain de cause. Les gens n'ont pas pris la mesure de ce qui se jouait, quoi. Et pour l'instant, ils réagissent pas correctement. Enfin, il n'y a pas de réaction à la hauteur, quoi. Ok, les gens ne réagissent pas, mais petit à petit, ils réalisent que les choses ont été qu'ils n'ont pas le pouvoir de décider leur avenir, se décident en dehors, pour eux. Et donc, à un moment, ils vont réagir. Peut-être pas l'année prochaine, peut-être que dans 10 ans, je ne sais pas. Mais de toute manière, ce système ne peut pas continuer. Oui, c'est pas pérenne, ça va, ils vont droit dans le mur avec C'est quand même de l'aliénation. Hein. Moi, je dis, on a quand même affaire à des gens qui sont déconnectés. Quand vous regardez Bezos, il a quand même il y a quelque chose, même dans le physique, hein, qui paraît qu'il n'a pas l'air d'avoir les pieds sur terre à tous les niveaux. Évidemment, ce monsieur n'a rien de commun avec des gens comme nous, hein. Mais c'est quand même un homme. Ah bien sûr, non, je nie pas ça, mais le type, il cherche à... Je sais pas, là, je voyais un échange avec Elon Musk, le type voulait se défier de la mort quand même. À un moment donné, ils n'ont pas tous les fils qui se touchent à certains endroits, quoi. Excusez-moi. Oui. Mais nous devons nous demander quel régime politique nous souhaitons. Et pour reconstruire, la seule chose que nous pouvons faire pour reconstruire, c'est ce qu'on appelle la République. Et parce que vous préconisez quoi pour qu'il y ait un changement? Parce que moi, je l'ai dit plusieurs fois, moi, il faut une révolution, il faut bloquer financièrement le pays jusqu'à virer la classe politique. Pour moi, il n'y a pas de... Pacifiquement, hein, sans violence, bloquer économiquement le pays jusqu'à ce que les politiciens dégagent et qu'il y ait une réforme de fond et les gens se posent des questions et mettre en place un système nouveau. Mais vous préconisez quoi pour un vrai changement de fond? Alors, moi, je dis qu'aujourd'hui, on ne peut pas choisir qui gouverne. Ça n'est pas possible de choisir qui gouverne. Mais il est possible d'exiger que ceux qui gouvernent le fassent non pas pour eux, mais pour l'intérêt général. Et comment vous voulez arriver à la mise en place de quelque chose qui corresponde à ce que vous décrivez? Alors, c'est l'idéal républicain. Il se trouve que c'est ce qu'ont fait Je dis, on ne peut pas choisir qui nous gouverne. Donc, savoir le type politique n'est pas possible. Mais nous pouvons choisir, exiger que les prennent en fonction de l'intérêt général et non pas en fonction des intérêts d'un groupe particulier ou d'eux-mêmes. Nous pouvons exiger la République. Et comment vous les forcez, si vous voulez, les représentants à se plier à ça? Écoutez, moi j'étais très surpris de voir que les fonctionnaires français sont toujours républicains.
Pour moi, c'est vraiment une surprise, parce que le gouvernement n'a pas grand-chose de républicain, mais les fonctionnaires français le sont. Donc les fonctionnaires français sont toujours Donc républicains voilà, selon. je pense qu'il est possible de... Écoutez, moi j'ai constaté que quand je m'adresse à un directeur central d'administration, on lui dit c'est Monsieur Messon qui sait qui je suis. Euh, une réaction hostile à mon égard, mais il fait son travail consciencieusement et il met son hostilité de côté. Donc les fonctionnaires français sont toujours publics. Et vous pensez qu'on peut compter sur les fonctionnaires français pour faire appliquer, si vous voulez, le principe républicain alors? Moi, je suis sceptique. Hein. Je pense que si on appliquait, mais absolument, je pense que s'il y a des décisions républicaines, ça serait une grande avancée. Bon. Et alors, de ce que vous avez vu depuis que vous êtes arrivé en France, est-ce que vous vous sentez de rester en France ou vous vous dites, finalement, pour moi, il y a peut-être plus d'opportunités dans un autre pays ou comment vous envisagez-vous le futur au point de Mais vue personnel? il y a beaucoup plus d'opportunités dans d'autres pays pour moi. Mais je suis revenu en France pour des raisons familiales et donc j'ai pas l'intention de partir. D'accord. Donc, et donc, vous êtes quand même, ça vous a fait du bien de revenir en France malgré tout. De revoir ma famille après 15 ans, oui, ça m'a fait du bien. D'accord. Et d'accord. Donc, vous êtes en France, vous voulez rester en France et vous allez essayer donc Oui. de créer quelque chose qui vous permette de gagner de l'argent et de rester durablement finalement. Oui. Bon, Oui. c'est très bien. Et sur ces 15 ans passés à l'étranger, ça a dû énormément vous enrichir, quoi, finalement, au point de vue personnel. Euh, Moi, j'ai l'impression non seulement d'avoir été enrichi, mais je crois que j'ai complètement changé. Je crois que humainement, je suis plus la même personne. D'accord. Vous êtes enrichi, spirituellement, vous êtes enrichi. C'est-à-dire, si vous étiez resté en France, ça aurait pas vous n'auriez pas pu prendre la même dimension et vous n'auriez peut-être pas découvert certaines de vos facettes, quoi. J'en sais rien, mais ce que je constate, c'est que ce que j'ai vécu m'a profondément transformé. Et en positif ou en négatif parce que... Ah oui, en positif. Oui, oui, Et oui, en vous positif. gardez énormément de liens durables avec des gens à l'étranger? Bien sûr. Donc pour vous, c'est un peu comme Dieudonné, hein, avec sa prise de position, il a dit qu'effectivement, il regrettait pas et que finalement, ça lui avait beaucoup, sur le plan personnel, ça l'avait beaucoup changé dans l'aspect positif. Mm. C'est- C'est-à-dire que quand la plupart des gens vont dans un sens qui n'est pas le bon au point de vue moral, et Mm. qu'on a une minorité de gens qui courageusement refusent de céder, si vous voulez, à la pression collective, ça vous met comment dire, en contraste. Mais ce contraste, ça vous apporte beaucoup, quoi, finalement, quand on sait en tirer parti. Oui, oui. Mais moi, l'expérience la plus forte que j'ai eue, euh, c'est la chute de la Libye, où je ne sais pas si je dois raconter ça, mais J'enlèverai éventuellement après si ça vous ennuie, mais si c'est intéressant et si ça peut apporter aux gens qui sont un peu plus futés, qui cherchent la bonne information, pourquoi pas, n'hésitez pas. écoutez, moi, en Libye, j'ai été assiégé par Al-Qaïda. Al-Qaïda qui était encadré par des soldats français, je répète, Al-Qaïda était encadré par des soldats français, en tout cas
ces soldats parlaient français au téléphone et ils avaient une vraie formation militaire, c'est très clair. Ok. Comme au Tokiwoki, là. Bon. J'ai vu les massacres que l'on a perpétrés, que les Occidentaux ont perpétrés. Donc Vous les n'avez massacres. pas D'accord. entendu parler de ces massacres, mais c'est vraiment, Ben, j'ai vu ça, quoi. J'ai vu, on en a parlé dans j'ai vu les ça interviews. m'a marqué. On en avait parlé dans les interviews qu'on avait fait précédemment, mais c'est vrai que Ouais. je dois peut-être être le seul à avoir relayé cette information. Il n'y en a pas beaucoup qui ont fait ce J'ai travail-là. vu ça et j'ai vu dans ces situations où il n'y a que des morts, j'ai vu des gens qui, alors certains très peu, mais j'en ai vu qui prenaient encore soin des autres plus que d'eux-mêmes. Et ça m'a changé, quoi. Voilà. Vous avez, Je ne peux plus voir les choses de la même. donc vous avez ces périodes dramatiques Oui. vous ont permis d'observer que l'humanité était présente et que ça existait partout, où on voyait que dans l'adversité, la difficulté, certaines personnes se démarquaient et montraient une facette de l'humain qui était vraiment positive, quoi. Ah, mais c'est plus je voyais le mal, plus je voyais des gens admirables. D'accord. Et vous avez appris ça dans des pays étrangers qui étaient ciblés par des pays comme les nôtres, quoi, finalement. Absolument, absolument. Bon. Eh ben, je vous propose de nous arrêter sur ce constat et je Oui. pense que ça sera une très bonne note de fin pour cette interview. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais, allons-y comme ça. Peut-être que vous avez des choses que vous voudriez ajouter avant que je coupe, hein, il n'y a pas de problème. Hein, Non, n'hésitez non, pas. Je trouve que c'est une bonne conclusion. ouais. Voilà, c'est sûr que on va malheureusement, hein, on ne peut pas rattraper toutes les saloperies qui ont été faites par l'Occident dans certains pays, mais au moins on a une petite note positive, quoi. Hmm. On va dire ça Oui. comme ça, parce que vous semblez être un peu sur. Il y a des choses qui veulent sortir peut-être. Alors n'hésitez pas, moi, je vous donne l'occasion. Hein. Il faut vous lâcher, n'hésitez pas, parce que il y a eu beaucoup de choses horribles que vous avez vues et vous avez besoin peut-être de sortir un peu tout ce que vous avez en vous, quoi. Oui. Parce que ça n'a pas dû être facile, quoi. Moi, j'ai vu certaines vidéos, j'ai vu des massacres, j'ai vu des gens se massacrer à coups de machette. C'est dire, j'ai vu des trucs affreux. Je suppose que vous avez dû voir bien pire parce qu'il y a eu ces bombardements, des familles, des enfants. Donc, effectivement, c'est une énorme pression et vous avez été témoin de choses vraiment affreuses, quoi. Et tout ça est tu en Occident, donc c'est une frustration encore plus grande, quoi. Pour vous, hein, je suppose. Moi, j'ai vu des hélicoptères occidentaux descendre dans des avenues pour mitrailler tout le monde. Et sans. Et C'était ça, des civils, vous voulez dire, des civils. oui, c'est mitrailler tous les gens qui passent par là. Les civils, Et oui. des hélicoptères de quel pays? Les Britanniques. D'accord. Incroyable. Ah oui, là, Donc, c'est sûr. si vous voulez, j'ai une vision de l'Occident qui est très noire. Mais on a quand même des gens bien en Occident. Hein, faut pas. C'est un peu comme partout. Il y a une minorité de gens qui se démarquent, mais c'est vrai que ça doit être très décevant. Très décevant. Oui, c'est ce que je dis. Ce que j'ai dit, c'est que dans ces moments-là, il y a des gens vraiment admirables. Et c'est pareil, c'était pareil en Libye, en Syrie ou en France, c'est pareil. Ouais, il y en a de partout, des gens comme ça, mais c'est toujours les mêmes proportions, quoi. C'est ça l'histoire. Mais enfin, il en faut, effectivement. Faut bien que l'humanité Non, c'est pas continue toujours d'exister. les mêmes proportions. Ce n'est pas toujours les mêmes proportions. Ah oui? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ah ben,
C'est-à-dire, il y a toujours une minorité de gens qui se démarquent par rapport à une majorité de moutons ou de gens serviles, quoi. Oui, mais en Libye, j'ai vu quelques personnes comme ça. En Syrie, j'en ai vu des milliers comme ça. Ah, il y a une réaction collective de combattants, Oui, de gens qui combattaient pour la défense de valeurs, quoi. absolument. Et de gens qui étaient prêts à mourir pour leurs valeurs. D'accord. Ah bon, ben ça c'est un élément positif. C'est peut-être ce qui explique que la Syrie a survécu par rapport à la Libye, finalement. Absolument. D'accord. Et aussi, qu'est-ce que vous pensez des Russes? Est-ce que vous pensez que les Russes ont été admirables dans le soutien qu'ils ont apporté à ces populations en souffrance? Ou est-ce que vous seriez plus Les nuancé? Russes, alors, les Russes ont apporté une aide militaire décisive et ils se sont très peu mêlés de la vie des Syriens. Très, très peu. Maintenant, ils ont été extrêmement respectueux de la population syrienne. Donc vous avez beaucoup de respect pour les Russes et ce qu'ils ont fait là-bas, finalement. Et pour ce qu'ils continuent à faire, et j'espère qu'ils vont s'investir plus en Russie, en Syrie. D'accord. Donc vous pensez quand même que, heureusement qu'il y a les Russes dans cette affaire de décadence collective, quoi. Vous dites que finalement, ils ne sont pas parfaits, mais au moins, il y a un minimum de respect de la parole, par exemple, ou d'aide. Mais 1000 fois, c'est incroyable. Humainement, le peuple russe est bien, comment dire, il est bien plus humain que nous ne le sommes en Europe occidentale. Donc ça doit vous ulcérer d'autant plus quand les médias relancent systématiquement par des accusations inversées la guerre contre les Russes, quoi, finalement. Parce que c'est ça, on voit qu'en Occident, les médias poussent à la haine anti-russe. Vraiment, il y a de la jalousie, quoi, dans cette Oui. histoire-là par rapport à des gens qui sont un peu plus vertueux qu'eux, quoi. Je ne sais pas si c'est de la jalousie, j'ai peur que ce soit bien pire. D'accord. Vous savez, quand on voit des horreurs comme des horreurs à très grande échelle, bon, tout d'un coup, on a l'impression de voir le diable en face de soi. On se dit, mais comment est-ce possible que des hommes commettent de telles atrocités? Comment c'est possible? On a l'impression que tout bascule dans quelque chose de noir, d'horrible. Et tout d'un coup, vous voyez des gens qui sont lumineux là-dedans. Dans ce noir, il y a des gens, leur regard, c'est incroyable, il y a des gens qui sont lumineux. Et c'est ce qui fait qu'on a foi en l'humanité, finalement. Oui, mais si je n'avais pas vu ces gens-là, Ouais, vous auriez été dégoûté complètement, quoi. mais je pense qu'il faut se suicider à ce moment-là, si on ne connaît pas des gens comme ça. Parce que c'est tellement horrible. Mais quand j'ai vu des gens comme ça, voilà, moi, je voudrais être comme eux.